chères participantes, chers participants, est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Ah, OK, parfait. Chères participantes, chers participants, en virtuel comme en présentiel, bienvenue au sommet des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Mon nom est Catherine Rousseau, je suis gestionnaire du programme Petite Enfance à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Et pendant les 2 prochains jours, je sortirai en partie de mon carré de sable de la petite enfance pour vous accompagner jusqu'à l'autre bout du continuum de l'éducation en français, puisque je serai votre maître de cérémonie pendant tout le sommet. L'éducation postsecondaire en contexte francophone minoritaire est un maillon essentiel du continuum de l'éducation en français et contribue considérablement à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et au bilinguisme au Canada. Mais comme vous le savez, ce secteur fait face à d'importants défis. C'est pourquoi l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ont organisé les États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada. Cette démarche d'envergure nationale sert à faire le point sur la situation de l'éducation postsecondaire en contexte francophone minoritaire au pays, afin de trouver des solutions cohérentes, systémiques et durables pour assurer la pérennité de ce secteur. Le sommet constitue la dernière étape de consultation de cet exercice. Nous profiterons des 2 prochaines journées pour revenir sur les constats recueillis ces derniers mois, pour approfondir les pistes de solutions et de réflexion qui ont émergé et pour nous doter d'une véritable vision globale du secteur postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Dans cet esprit, je veux prendre un moment pour souligner que l'événement est diffusé à partir d'Ottawa, sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. De plus, vous êtes nombreux à vous joindre à nous à partir des territoires ancestraux des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, dans ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. Je nous invite à réfléchir individuellement et collectivement, localement et globalement, aux gestes que nous pouvons poser pour mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, notamment ceux qui interpellent directement le secteur postsecondaire. Cette première journée du sommet sera divisée en 4 blocs. 7 cérémonies d'ouverture, durant laquelle on entendra notre conférencier d'honneur, le panel des rapporteurs et des rapporteuses et 2 ateliers. Demain, nous aurons un mot d'ouverture de l'honorable Ginette Petitpas-Taylor, un panel sur une vision globale pour le secteur postsecondaire, un dernier atelier, puis une séance de conclusion. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à consulter le guide de préparation active pour les 3 ateliers qui est disponible sur le site web des États généraux dans la section « Documentation ». C'est maintenant l'heure de vous donner quelques instructions pour que vous puissiez participer activement au sommet. Je vous invite, durant toute la durée du sommet, à utiliser le babillard commun sur lequel vous pouvez ajouter vos idées et vos réflexions à mesure qu'elles émergent. Vous trouverez sur la page web par laquelle vous avez accédé à la diffusion de l'événement un bouton babillard commun qui vous amènera à un grand outil collaboratif conçu sur la plateforme Miro. Vous y trouverez 3 tableaux, un sur votre vision globale pour le postsecondaire, un sur vos idées de pistes de réflexion et de solutions, et un sur des commentaires généraux. Vous pouvez consigner à l'écrit vos commentaires sur les notes autocollantes, communément appelées post-it, qui sont déjà sur les tableaux. Vous n'avez qu'à double-cliquer sur un post-it pour commencer à écrire. Si jamais il manque de post-it, vous pouvez en ajouter à partir de la barre à vignettes qui, en fonction de votre navigateur, est située soit à gauche ou soit en haut de l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner des émoticônes dans la barre de vignettes et les apposer autour des messages des autres pour souligner votre appui aux commentaires. Sachez que quelqu'un au sein de l'organisation du sommet surveillera périodiquement les commentaires ajoutés à l'outil collaboratif et supprimera sur le champ tout commentaire inapproprié. Finalement,
On vous invite pendant toute la durée de l'événement à interagir sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic « On en parle ». Sur ce, j'invite maintenant Madame Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, à ouvrir cette première journée d'échange. Merci beaucoup, Catherine. Distingués invités, chers amis du postsecondaire et de la francophonie, bonjour. Je vous adresse la parole à partir de Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui fait partie des territoires traditionnels du peuple Mi'kmaq, et je remercie les Mi'kmaq et les Malicites pour leur amitié et leur appui envers le peuple acadien tout au long de l'histoire. Je m'engage en mon nom personnel et au nom de la FCFA à faire croître cette amitié dans un esprit de réconciliation. Voilà déjà près d'1 an que l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne a mis la FCFA au fait de cette idée d'organiser des États généraux sur le postsecondaire en français en milieu minoritaire. À la FCFA, nous avons répondu présente à cette offre d'être partenaire de cette importante initiative pour les communautés. Je remercie d'ailleurs la CUFC pour cette occasion de partenariat et de collaboration. Nous savions que plusieurs institutions postsecondaires francophones vivaient des heures difficiles et l'expérience nous enseignait que ce type de situation appelle une grande mobilisation communautaire qui saisit l'occasion pour définir une vision collective de ce que nous voulons. C'est de cette manière que nous nous sommes donnés des écoles et des conseils scolaires. C'est aussi de cette manière que se sont développés les réseaux de la Société Santé en français dans la foulée de la lutte pour l'hôpital Montfort. 5 décennies de développement communautaire nous enseignent également que de grands rassemblements comme ces États généraux permettent d'élargir la conversation sur un enjeu de développement. C'est ainsi qu'au cours des 11 consultations qui ont marqué les États généraux, nous nous sommes trouvés à parler de collèges et d'universités, mais aussi d'alphabétisme et d'apprentissage tout au long de la vie, d'immigration francophone, d'immersion, de jeunesse, de construction identitaire, de vie communautaire. Nous avons examiné le postsecondaire sous toutes ses coutures, du point de vue de l'association francophone qui utilise les espaces du collège comme lieu de rassemblement communautaire, du point de vue de l'élève en dernière année du secondaire qui doit faire des choix pour la poursuite de ses études, du point de vue du travailleur qui cherche un micro-programme pour parfaire ses compétences, du point de vue des organismes qui cherchent une main-d'œuvre spécialisée en leadership communautaire. La FCFA est fière d'avoir contribué à ces conversations, notamment en organisant 4 forums citoyens régionaux pour l'Atlantique, l'Ouest, l'Ontario et le Nord. Au total, 375 citoyens et citoyennes ont participé à ces forums pour exposer leur point de vue sur les défis reliés au postsecondaire francophone en contexte minoritaire. De nombreux défis ont émergé de toutes ces discussions et d'autres émergeront des échanges que nous aurons aujourd'hui et demain. Le volume d'informations recueillies est immense. Au terme de ce grand exercice de consultation et de mobilisation, on voudra en dériver une vision. La tâche peut sembler herculéenne. Elle ne l'est pas. Je reviendrai aux mots que nous avons entendus si souvent lors des 11 sessions qui ont marqué les États généraux. Collaboration. Tout ce que nous avons réussi à créer et développer comme levier pour vivre en français dans nos communautés, nous l'avons fait en unissant nos forces et en créant des mécanismes de concertation. Notre objectif était et demeure toujours la complétude et la complémentarité. La vision de la FCFA, depuis le début de ces États généraux, demeure qu'on peut et même on doit viser une expérience postsecondaire en français où les établissements et les programmes disponibles se complètent les uns les autres pour former ensemble une offre complète à l'échelle nationale.
Projetons-nous en avant, à l'horizon de 2037. Je n'ai pas de boule de cristal pour me dire quelles seront les avancées technologiques à ce moment-là, ni quels programmes innovateurs qu'on n'imagine même pas encore, mais ils seront offerts dans nos établissements postsecondaires, ça c'est certain. Mais je peux rêver d'une expérience postsecondaire souple, de campus dynamique qui offre une vie en français grâce à des liens forts avec la communauté, tout en rendant les cours accessibles à distance à des étudiants et étudiantes de partout. De programmes multi-établissements où les jeunes commencent dans une institution et terminent dans une autre. De professionnels et même de retraités qui se forment et se réforment par le biais de micro-programmes. De communautés francophones, plurielles, riches de l'apport des étudiants internationaux et étudiantes internationales qui s'y établissent après leurs études dans nos collèges et universités. Il y a 40 ans, nous avons osé rêver la gestion scolaire. Aujourd'hui, nous avons près de 700 écoles francophones à la grandeur du pays. Il y a 20 ans, nous avons osé rêver l'immigration francophone. Aujourd'hui, nous avons 13 réseaux en immigration francophone et de multiples services d'établissements en français à la grandeur du pays. Et il y a 10 ans, nous avons osé rêver une université franco-ontarienne. Vous connaissez le résultat. Je vous invite donc à rêver grand lorsque vous imaginerez l'expérience postsecondaire de l'an 2037. Nos communautés le méritent, nos enfants le méritent, le Canada tout entier le mérite. Bonne réflexion et merci de votre écoute et merci à l'équipe organisatrice. Madame Roy, j'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur Pierre Zundel, coprésident de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et président-directeur général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Monsieur Zundel se joint à nous virtuellement. Bonjour. Je veux commencer par remercier Eliane pour ses mots inspirants auxquels je souscris entièrement. C'est vraiment formidable. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureux de me joindre à vous pour le début du sommet des États généraux sur l'éducation postsecondaire en milieu francophone minoritaire. Le sommet marque la fin d'un processus de consultation qui a été lancé au printemps 2021. Au cours des derniers mois, nous avons eu l'occasion d'échanger sur les enjeux, sur les défis que traversent les établissements postsecondaires, mais également sur les pistes d'action pour assurer leur pérennité. Cette démarche a été ouverte et s'est étalée sur la durée, ce qui a permis d'entendre des personnes d'horizons divers qui ont su apporter des perspectives novatrices sur les préoccupations que nous partageons tous. Nous avons entendu des étudiants et des étudiantes, des écoles de la minorité ou des écoles d'immersion du Canada et d'ailleurs, des professeurs et des chercheurs des universités et des collèges, des représentants de plusieurs secteurs de la société civile, des représentants et représentantes d'institutions gouvernementales et des administrateurs d'établissements postsecondaires. Malgré tout ce qu'on peut penser des événements virtuels, ce format a permis quand même de rassembler à plusieurs reprises des intervenants et des participants d'à travers le pays. À titre de coprésident de la CUFC et de PDG du CCNB, je peux vous assurer d'une chose, nous vous avons entendu. Par exemple, en ce qui concerne ce qui devrait changer, il faut continuer à imaginer des programmes novateurs qui répondent à des besoins émergents. Il faut rendre l'environnement d'apprentissage plus inclusif. Il faut améliorer le maillage entre les établissements postsecondaires et les communautés que nous desservons. Vous nous avez aussi dit que vous comprenez que nos établissements remplissent des fonctions supplémentaires que ceux de la majorité, que nos établissements doivent respecter des balises administratives fixées par d'autres intervenants, par exemple les gouvernements et les associations, et que nous sommes à la recherche de nouveaux mécanismes pour faciliter le travail avec les divers paliers de gouvernement et pour pérenniser notre secteur.
La grande force des États généraux aurait été de faciliter les échanges entre les parties prenantes pour mettre en commun ces constats. En fait, nous pouvons déjà retenir de cet exercice qu'il serait judicieux de nous doter de moments et ou d'espace pour poursuivre ce dialogue fructueux. D'autres recommandations seront élaborées à partir de la somme des données et des informations qui ont été rassemblées depuis le début de la démarche, et je peux vous dire la quantité est impressionnante, et qui se retrouveront dans le rapport final des États généraux. Sachez que la CUFC et ses établissements membres trouveront des moyens pour agir à la lumière de ces recommandations. Mais nous ne pourrons pas le faire seuls. D'autres seront interpellés pour développer des actions cohérentes et systémiques pour que les établissements postsecondaires francophones puissent continuer à remplir leur mission et à répondre aux attentes des communautés. Ceci demandera un appui moral, politique et pratique des communautés francophones ainsi que de leurs institutions. Donc, je termine en remerciant la FCFA de nous avoir accompagnés dans cette démarche. Merci également aux partenaires qui nous ont permis de la déployer et à Patrimoine canadien pour son appui financier. Je cède donc avec grand plaisir la parole à ma collègue Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul. Et effectivement, pour nous souhaiter la bienvenue dans son établissement, j'invite Mme Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul. Bonjour, ça va bien? Bon. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Université Saint-Paul et aussi de vous accueillir pour cet événement qui est très important. Après plus d'une dizaine d'événements virtuels, il nous fait plaisir de vous accueillir. Et vous êtes plus de 200, m'a-t-on dit, à vous être inscrits à l'événement virtuel. Et nous sommes ici à peu près une trentaine d'invités en personne ici dans l'amphithéâtre. Alors, je vois les gens qui sont en ligne. Bonjour. Nous avons dit au début de la démarche que plusieurs parties prenantes sont interpellées par l'urgence d'agir pour appuyer les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire. La participation aux événements organisés dans le cadre des États généraux nous a donné raison. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation soutenue. Des établissements comme les nôtres font face à de nombreux défis, notamment la pérennité et la vitalité et la qualité des infrastructures, et aussi en raison d'un cadre financier qui ne tient pas compte de la réalité des institutions œuvrant en contexte minoritaire, mais aussi, il faut le dire, en raison de l'abandon du secteur postsecondaire par les gouvernements provinciaux. Plusieurs de ces défis ont déjà été discutés dans le cadre des consultations des derniers mois. Ces consultations ont certainement permis de faire un état des lieux de la situation de l'enseignement postsecondaire en contexte francophone minoritaire. Maintenant, il est temps de mettre la main à la pâte, une dernière fois, pour échanger sur des pistes de solutions innovantes, cohérentes et systémiques pour assurer la pérennité des établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire. Comme les autres institutions postsecondaires du réseau de l'ACUFC, l'Université Saint-Paul occupe une place distincte dans l'écosystème. Nous misons sur l'innovation sociale en vue d'une société toujours plus juste, inclusive et humaine. C'est là tout le sens de notre slogan « Orienter ensemble le changement ». En tant qu'institution bilingue et selon le souhait de ses fondateurs, l'Université Saint-Paul contribue depuis 1848 à la compréhension et à l'enrichissement mutuel des communautés anglophones et francophones, et plus récemment, les locuteurs de l'Anishinaabe-Mohin. Par ailleurs, la langue de travail et de gouvernance à l'Université Saint-Paul est le français. On pourrait dire sans doute que nous sommes une université francophone qui offre des programmes et des services en français et en anglais. Nous avons en effet obtenu du gouvernement de l'Ontario une désignation selon la loi sur les services en français. En 2012, environ 38 % de notre population était francophone et maintenant, elle se chiffre à plus de 50 %
ici à l'Université Saint-Paul et nous allons continuer de travailler pour augmenter cette proportion. À l'Université Saint-Paul, nous œuvrons à créer un écosystème francophone avec plusieurs organismes qui ont choisi de s'établir chez nous, dont la CUFC. Comme nos institutions sœurs, nous œuvrons à partir d'une philosophie de l'espoir. L'espoir que nous pourrons compter longtemps encore sur des institutions fortes, créatives et vivantes. En terminant, je veux remercier toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de cette journée d'activité. En particulier, j'aimerais remercier Nadine Tremblay, qui est gestionnaire des conférences à l'Université Saint-Paul. Malheureusement, je dois vous quitter. J'ai une autre rencontre à 11 heures, mais je vous remercie d'être ici. Je vous souhaite une excellente activité. Merci à vous, Madame Beauvais, de nous accueillir chez vous. Je voudrais aussi en profiter pour faire quelques remerciements. D'abord, nous voulons remercier le ministère du Patrimoine canadien pour son appui précieux à la démarche. Nous voulons aussi saluer Franco-Presse, partenaire médiatique officiel des États généraux. Merci aussi à tous les partenaires de diffusion qui ont relayé nos annonces et nos contenus ces derniers mois. Parmi ceux-ci, il faut souligner la participation et l'engagement soutenu de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF, tout au long de la démarche. Nous leur en sommes fort reconnaissants. Récemment, la FJCF a lancé la mini-série « Parlons-en », où elle a voulu donner la parole aux jeunes d'expression française quant à leurs expériences en contexte d'études postsecondaires et les impacts sur leur bien-être mental et émotionnel. Cette rencontre entre jeunes d'un bout à l'autre du pays a permis de créer une série de conversations mettant de l'avant des problématiques et réalités que certaines et certains vivent au quotidien. Cette mini-série est disponible sur la chaîne YouTube de la FJCF et pour vous donner le goût d'aller écouter les épisodes, voici un extrait. Fait que aujourd'hui, on va jouer un petit jeu. On a des œufs, puis des questions dans les œufs. Fait qu'on va piger des œufs, puis on va répondre à des questions. Parfait. Alors, pigeons. Vas-y, Rosalie. Qui va? Liam. Oui. Comment vis-tu tes études jusqu'à présent? Wow. Question lourde. Comment est-ce que je vis mes études? Quand tu es étudiant, la première chose, quand que le monde te demande qu'est-ce que tu fais, puis tu es un étudiant, tu dis que tu es étudiant. Je trouve que c'est tellement différent de quand tu es dans le domaine professionnel où est-ce que le monde te demande qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie, puis tu vas dire je travaille à cette place-ci, je travaille à cette place-là. Quand tu es aux études, tu dis que tu es étudiant. Mais je trouve pas que c'est nécessairement la seule chose qui devrait te définir. Je pense qu'il y a plus de chacun d'entre nous qu'être étudiant. Puis je pense que vivre en tant qu'étudiant, puis ces moments que tu vas te souvenir en tant qu'étudiant, c'est toutes les affaires qui complémentent les études. Alors, c'est pas nécessairement être en classe qui va te définir ton expérience en tant qu'étudiant, mais c'est toutes les affaires que tu fais à l'extérieur de ça. Alors, les amis que tu fais, les événements auxquels tu participes. Alors, si disons qu'il y a un gros match de football, que tu ailles là, puis tu fais tout un événement à propos de cet événement, à propos de ce match de football-là. Ça, c'est comment je vis mes études. C'est comment que j'amplifie, puis je prends avantage de mon expérience en tant qu'étudiant. Que nous étions étudiants. Si vous êtes nostalgique, je vous invite à aller écouter les capsules. C'est vraiment rafraîchissant et c'est très efficace.
Nous sommes maintenant rendus au moment de la conférence d'honneur. Donc, j'aimerais vous présenter Joël Béliveau, qui est historien et politicologue, chercheur en résidence au CRCCF de l'Université d'Ottawa, professeur émérite de l'Université Laurentienne et président de la boutique de consultation Éclairage. Spécialiste de l'histoire des francophonies canadiennes des 19e et 20e siècles, il est l'auteur ou co-auteur de 4 livres et de dizaines d'articles scientifiques. Avant de décrocher un doctorat en histoire à l'Université de Montréal, il a travaillé dans la société civile acadienne, dans la fonction publique néo-brunswickoise et à Radio-Canada. Sa conférence s'intitule « Apprendre à se connaître et à connaître le monde, enseignement postsecondaire, reproduction culturelle et universalité en francophonie canadienne ». La conférence sera suivie d'une période de questions. Pour celles et ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser des questions dans la boîte de clavardage et quelqu'un nous les relaiera. Dans la salle, veuillez lever votre main et je vous montre comment faire pour ceux qui auraient oublié pendant la pandémie. Et quelqu'un ira vers vous pour vous tendre un vrai micro. Sur ce, je cède la parole à M. Joël Béliveau. Bonjour. Est-ce que le micro marche bien? Parfait. Bonjour à tout le monde. J'aimerais remercier la CEFC et la FCFA pour la confiance qu'ils placent en moi aujourd'hui. Je suis très touché par l'invitation. Est-ce qu'il y a un double effet de micro? Ça marche? Non? OK. Voilà. Donc, bienvenue ici. J'aimerais aussi remercier les deux organisations d'organiser ces états généraux. Je pense que c'est très important et ça arrive à un moment très important. J'ai quelques réflexions pour vous aujourd'hui, pour lancer le bal. Bien sûr, on va parler de toutes sortes d'autres sujets par la suite, mais j'espère que ça va quand même donner le ton et faire rêver un peu. C'est pas pour rien qu'un collège ou une université, ça a presque toujours une aura. Les maisons d'enseignement supérieur occupent une position charnière dans la société. Elles sont les gardiens des savoirs ancestraux, mais elles sont aussi les passeurs de nouvelles idées. Elles représentent un point de passage entre la jeunesse et l'âge adulte. Aussi, elles sont ancrées localement, mais ont un horizon universalisant. Elles sont ouvertes sur le monde. Depuis un siècle et demi maintenant, les établissements postsecondaires de langue française en situation minoritaire sont les piliers des communautés francophones au Canada. Elles accompagnent celles-ci au travers de changements sociaux, économiques et politiques qui marquent notre société. Elles furent créées au 19e siècle et réinventées au milieu du 20e siècle. Je suis d'avis qu'elles doivent à présent se remodeler une nouvelle fois si elles souhaitent aider les francophonies minoritaires à négocier le virage le plus récent de la modernité nord-américaine. Le 19e siècle, vous le savez peut-être, fut accompagné d'un maelstrom de mutations économiques, sociales et politiques. On pense en premier à l'industrialisation, c'est sûr, mais avec l'industrialisation, il y a plein d'autres changements qui sont venus, comme l'étatisation du système scolaire, par exemple, une réglementation accrue de la société par l'État, l'apparition de nouveaux cadres sociaux, de nouveaux groupes sociaux comme les gestionnaires et les cadres, la consécration de l'idéal scientifique et une vague migratoire d'une ampleur inédite dans le monde. À l'époque, les communautés francophones de l'Amérique du Nord britannique, donc du futur Canada, ont bien pris note du fait que la société se complexifiait. Elles se sont donc dotées d'établissements d'enseignement supérieur qui avaient comme mandat d'assurer leur perpétuation dans la société moderne. Donc, on fonda des collèges classiques d'un bout à l'autre du continent. Entre 1848 et 1947, on en créa plusieurs, j'en nomme certains, il y en a quelques-uns qui manquent. Donc, on commence avec le collège Bytown, qui est devenu l'Université d'Ottawa, le collège de Saint-Boniface, c'est dans l'ordre chronologique, le collège Saint-Joseph de Memramcook, les collèges Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et Sacré-Cœur à Caracat, le collège Sacré-Cœur aussi, mais à Sudbury, le collège Mathieu en Saskatchewan, le collège Saint-Jean en Alberta, le collège classique féminin Notre-Dame d'Acadie à Moncton, et j'en passe. Donc, ces collèges étaient l'œuvre de congrégations religieuses, les Oblats, les Udistes, les Sacré-Cœur, etc. Et comme leur vis-à-vis québécois, elles étaient généralement affiliées à l'Université Laval, la doyenne des universités de l'Amérique française. Elles formaient partie de l'armature institutionnelle de ce que certains ont appelé l'Église-nation
canadienne-française et acadienne. Donc, l'Église-nation plutôt que État-nation. Hein, on se tournait vers l'Église. Aujourd'hui, on voit ces collèges classiques-là et certains voient juste du conservatisme quand ils pensent à ces collèges classiques. Ils les comparent aux universités de langue anglaise de l'époque qui, en premier, ont commencé, par exemple, à enseigner aux femmes ou à enseigner les techniques ou le commerce ou les sciences. Mais malgré leurs attaches religieuses et malgré leur dessein avoué de préserver une tradition religieuse et nationale, ces collèges étaient des projets modernes. Ils étaient vus comme un moyen de doter ces communautés d'une élite qui saurait les guider et les représenter dans le monde. Le mandat peut nous sembler un peu élitiste, hein, former une élite, mais il faut se rappeler que ces communautés-là avaient très peu de voix au chapitre à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de voix, ils n'étaient pas très écoutés. Et par ailleurs, ces collèges-là, ils ne se sont pas restés assis sur leurs cours classiques. Plusieurs d'entre eux, avec les années, se sont mis à innover, à donner des programmes en commerce et en sciences. Ces établissements avaient donc comme but de préserver les communautés dans leurs différences, tout en leur donnant les outils pour naviguer la société moderne. Et pendant des décennies, elles ont largement réussi. Toutefois, il n'y a rien de permanent, sauf le changement. Comme historien, je suis bien placé pour le voir. Au début des années 1960, l'intellectuel et écrivain Hubert Aquin parlait d'une fatigue culturelle du Canada français. Cette fatigue, elle résultait d'un nouvel élan de modernisation de la société nord-américaine ambiante, à laquelle on ne savait pas si la culture canadienne-française avait la force de résister. Ah, c'est là. Ce nouveau défi, c'était la société de masse. Une société de masse qui s'est déployée dans l'après-guerre en Amérique du Nord et qui correspondait à une nouvelle phase du capitalisme. Ça englobait, lui aussi, comme l'industrialisation, plusieurs éléments. Il y avait d'abord la consommation de masse, hein, l'arrivée du American Way of Life, qu'on voulait émuler partout dans le monde. Il y avait l'arrivée de médias de masse, hein, en premier titre la télé, hein, qui rejoignait des très larges publics et qui uniformisait un peu les pensées et les goûts. Mais il y avait aussi les universités et collèges de masse qui visaient à démocratiser l'accès aux études postsecondaires tout en faisant un virage vers des formations spécialisées et en investissant l'activité de la recherche. Dans l'atmosphère dynamique d'un après-guerre tout entier tourné vers l'avenir, la première génération d'établissements postsecondaires de langue française se mit de plus en plus à sembler insuffisante, au Québec et à l'extérieur. La même chose pouvait être dite de plusieurs institutions canadiennes, françaises et acadiennes de l'époque, qui se sont tous mis à chercher à se renouveler. Parce qu'après un moment de fatigue, d'hésitation, les collectivités francophones du pays se sont ressaisies, se sont mobilisées pour se donner des outils pour faire naître leur propre culture de masse. Une culture de masse moderne qui, malgré sa taille plus modeste, pourrait répondre à celle de l'anglosphère. J'ai bien sûr nommé la Révolution tranquille québécoise, qui, entre 1960 et 1984, a modernisé les pratiques politiques, économiques et culturelles de la province. Mais j'ai aussi nommé des transformations effectuées au sein des communautés francophones minoritaires pendant la même période, qui sont, toutes proportions gardées, tout aussi significatives, malgré le fait que ces communautés-là n'ont pas un État qui leur est propre. Dans tous les cas, on témoignait de la même volonté de demeurer fidèle à soi-même, culturellement, tout en se modernisant. Les établissements d'enseignement postsecondaire furent au cœur de ces révolutions tranquilles parallèles. Au Québec, des collèges classiques furent transformés en cégep. On créa le réseau de l'Université du Québec. Et les plus vieilles universités se dotèrent de nouveaux campus et de centres de recherche. Dans les autres provinces aussi, les établissements postsecondaires existants s'émancipèrent du modèle du collège classique et s'évertuèrent à diversifier leur offre pour répondre aux besoins de la société de l'époque, ainsi qu'à s'engager en recherche. Les modèles qui ont été adoptés à ce moment-là, généralement dans les années 60, ont varié, bien sûr. Certains sont demeurés francophones et autonomes tout en s'agrandissant. D'autres se sont intégrés dans des universités bilingues. D'autres furent affiliés en tant que collège francophone ou campus francophone d'une université plus grande de langue anglaise. En parallèle, des collèges de formation professionnelle et technique très nécessaires furent formés en français à ce moment-là. D'une province à l'autre, la durée d'attente a varié, le temps que ça a pris pour arriver à cette nouvelle offre-là a varié. La taille de l'offre finale a varié aussi en fonction de la taille des communautés, il faut l'avouer. Mais en tout et partout, les communautés francophones ont réussi à se donner des programmes postsecondaires qu'il leur fallait pour être viables à l'ère de la société de masse. Face à la fatigue, on n'avait pas baissé les bras.
Depuis 150 ans, donc, les établissements postsecondaires ou de haut savoir aident la francophonie canadienne à négocier leur évolution dans le monde moderne, et selon des termes qui leur sont propres. De la génération des collèges classiques à celle des campus à plusieurs facultés, le pari de ces institutions a toujours été qu'il est possible de créer une modernité autre, une modernité francophone, même au cœur du continent nord-américain. La volonté de concilier continuité culturelle et modernité, ce n'est pas un combat unique aux francophones de l'Amérique du Nord, bien sûr. On pourrait même dire que cette volonté-là, c'est l'une des caractéristiques principales de l'histoire mondiale des 19e et 20e siècles. Toutes les sociétés essaient de prendre certains éléments des plus grandes cultures, françaises, britanniques, anglaises, se moderniser, se transformer, mais tout en restant fidèles à elles-mêmes. Donc, notre ambition n'est pas unique en son genre, mais il reste que c'est la seule histoire que nous pouvons écrire. Nos sociétés vivent aujourd'hui. Ah, l'historien est finalement arrivé à aujourd'hui. Nos sociétés vivent aujourd'hui une autre grande transformation, une transformation qui testera une nouvelle fois, selon moi, les capacités des institutions francophones en contexte minoritaire de garantir la reproduction de leur communauté. Et encore une fois, leur succès dépendra en partie de l'adaptation des collèges et des universités. Nous vivons l'ère de la décolonisation des mentalités et de la déethnicisation des identités. On peut résumer la transformation ainsi. Au cours des derniers 75 ans, de nombreux groupes humains, qu'on considérait autrefois comme des autres avec un très grand A, sont devenus de moins en moins étrangers. Puis, ces anciens étrangers sont venus à être vus comme faisant partie intégrante de la société canadienne. Bref, notre collectivité politique, autrefois assez chauvine, même si on aime de penser autrement, est venue à se définir par sa diversité interne et à valoriser ses liens avec les cultures du monde entier. Le Canada est devenu cosmopolite. On retrouve des germes de ces changements-là dès l'après-guerre, pendant la même période dont je parlais tout à l'heure. Mais ceux-ci sont d'une nature graduelle, si bien qu'on ressent seulement pleinement les effets maintenant. Parmi les nombreux changements qui ont balisé cette transformation, mentionnons l'octroi du droit de vote aux Canadiens d'origine asiatique. Savez-vous quand? Dans les années 1940, après la guerre. Puis, aux membres des nations autochtones, durant les années 1960. L'abandon des critères raciaux dans la politique d'immigration. Vous savez quand? Les années 1960 aussi. Et l'adoption d'une politique de multiculturalisme quelques années plus tard, suivie d'une charte canadienne des droits et des libertés. Pris ensemble, ces changements transformèrent littéralement, quoique graduellement, les visages du Canada. Aujourd'hui, plus d'un Canadien sur 5 appartient à une minorité visible. Également, 22 % de la population est composée d'immigrants, chiffre qui gonfle à 40 % si on inclut les personnes de deuxième génération. Certains d'entre vous me diraient que ça touche plus fortement les villes, les grandes villes et certaines régions plus que d'autres. Bien sûr, démographiquement, vous avez raison. Mais le plus important, le changement le plus fondamental, ce n'est pas le nombre de personnes appartenant aux minorités visibles par kilomètre carré. C'est plutôt la manière dont on conçoit ce que ça veut dire de former une société, puis ce que ça prend pour que cette société soit harmonieuse. La diversité des origines ou des pratiques dans la vie privée n'est plus vue comme un obstacle. Tous ces changements sont, pour moi et selon la majorité des gens, je pense, une bonne chose en soi. Personnellement, je ne voudrais certainement pas revenir en arrière. Je me réjouis de voir nos concitoyens racisés, d'origine immigrante ou autochtone, tout comme les femmes et les personnes LGBTQ2, finalement pouvoir prendre la parole et être écoutés, devenir des sujets agissants de notre histoire. Tout ça, ça génère nombre de débats qui dérapent parfois. On a témoigné de ça dans la dernière année. Et tout ça, ça prend aussi plus de temps que certaines personnes le voudraient. Mais je suis quand même convaincu qu'on retiendra du début du 21e siècle qui a marqué un grand bond dans l'avènement d'un Canada. Là, les mots, c'est des gros mots, mais post-colonial, post-ethnique, bref, vous savez où je veux en venir. Et les francophones du Canada dans tout ça? Les transformations, ces transformations-là étaient bonnes en soi. Ça ne signifie pas qu'elles ne posent aucun défi aux francophonies canadiennes. L'un des effets corollaires des identités, l'un des effets corollaires de ces changements de paradigme, c'est une déethnicisation des identités collectives. Encore une fois, pour moi et pour plusieurs, voilà une bonne chose. Je
Je préfère que ma communauté de référence, de langue et de culture ne soit pas définie par la généalogie et qu'elle soit ouverte à tous. Mais pour les francophones du Canada, comme pour bien des groupes minoritaires, l'ethnicité donnait une consistance à nos communautés, ainsi que des frontières quasi tangibles. Pour une minorité qui n'a pas d'État à soi, c'est pas rien. Or, elle est terminée, l'époque où être francophone, cela allait de soi. Désormais, on devrait trouver une nouvelle manière de donner corps à nos communautés. Sinon, elles risquent de se dissoudre, elles aussi, dans le maelstrom anglo-canadien pluraliste si accueillant. Que faire à cette jonction de l'histoire? La seule voie vers l'avant, c'est de déployer une francophonie tout aussi ouverte et intégratrice que la société canadienne dans son ensemble. Plusieurs ont déjà reconnu ceci, et le travail est déjà en cours, notamment dans nos écoles, dans nos politiques d'immigration. Toutefois, ce à quoi on a moins réfléchi, c'est au rôle que devront jouer nos établissements postsecondaires pour assurer la viabilité démolinguistique des francophonies canadiennes dans cette ère post-ethnique. Car ne nous y trompons pas, le postsecondaire, c'est crucial. Ce n'est pas pour rien qu'au Québec, on a des débats récurrents et assez chauds sur l'application ou non de la loi 101 au cégep. Les enjeux sont grands. D'une part, on hésite à dicter leur conduite à une population étudiante composée de jeunes adultes, par crainte d'enfreindre démesurément leur liberté, c'est légitime. De l'autre, d'un point de vue sociétal, on sait très très bien que les études postsecondaires représentent généralement une période charnière et déterminante dans la vie des gens. C'est celle du passage à la vie adulte. Pendant cette période-là, on forge une identité relativement stable, notre identité d'adulte, et on développe des réseaux qui nous accompagnent la vie durant. La somme des choix individuels en faveur d'une éducation de langue française ou anglaise a donc d'importantes répercussions collectives. Dans nos provinces à nous, la coercition ne sera pas une option. Pas de loi 101, c'est certain. Toutefois, l'enjeu est tout aussi important. D'une manière ou d'une autre, pour maintenir notre santé démographique et notre vitalité culturelle, nous devons faire en sorte que le pourcentage de la population étudiante postsecondaire qui étudie en français soit au moins aussi haut que le pourcentage de la population totale dans la première langue officielle parlée est le français. Il importe peu quelle part de cette population étudiante est composée de francophones de langue maternelle ou d'anglophones francophiles ou de personnes issues de l'immigration. Parce qu'à notre époque, c'est inévitable. Certains francophones de langue maternelle vont étudier en anglais. Ils le font déjà, à peu près la moitié. Toutefois, ce qu'on peut viser, c'est d'avoir une offre qui soit assez attractive pour faire en sorte qu'un nombre équivalent de personnes anglophones ou immigrantes viennent étudier en français. J'entends déjà vos « mais ». Hein, c'est sûr, il y a des écueils, il y a des dangers. On le voit dans nos écoles où une marée d'ayants droit anglo-dominants risque de submerger la culture francophone de nos jeunes. Et pourtant, c'est la seule issue. Nos francophonies seront des collectivités ouvertes et multiculturelles où elles ne seront pas. Par ailleurs, s'il y a des écueils, il y a aussi de l'espoir. Nous avons vu plusieurs fois, pendant ces États généraux-ci, des témoignages de personnes de langue maternelle anglaise et d'origine immigrante ou d'origine immigrante qui ont témoigné de leur attachement profond à la francophonie canadienne. Attachement qui a été forgé pendant leurs études postsecondaires. Dans certains cas, ce sont des gens qui travaillent pour des organismes porte-parole de la communauté aujourd'hui. L'important, c'est que nos établissements soient à la fois accueillants et des espaces où le français est naturellement la langue commune. Des espaces où toute la population étudiante peut apprendre, se détendre et jouer en français. Des espaces où la rencontre entre les cultures est souhaitée, comme dans le reste de la société canadienne, mais où cette rencontre se fait en français. Des espaces où les francophones sont majoritaires, où ils pourront apprendre à se connaître eux-mêmes et à découvrir les cultures francophones d'ailleurs, tout en partageant celles-ci avec des francophiles de tous les horizons, dans une communauté étudiante, pas comme les autres. Je pense que ça peut être vendeur. Désolé pour la référence mercantile, Marie-Ève. On a entendu dans un passé assez récent des personnalités dénigrer l'idée du postsecondaire par et pour les francophones en affirmant que les établissements de langue française en milieu minoritaire, c'est de la ghettoisation ou le signe d'une fermeture d'esprit. Voyons donc. Est-ce que les universités Bishop ou McGill sont des centres d'intégrisme communautaire fermés sur le monde? Bien sûr que non.
bien pareillement à Saint-Boniface, Moncton, Sainte-Anne, au campus Saint-Jean, au Collège Boréal, à la Cité collégiale, entre autres. Tous sont bienvenus. On vise l'universalité. Simplement, on le fait en français. En créant des communautés étudiantes francophones post-ethniques, nos établissements postsecondaires aideront les communautés francophones minoritaires à opérer à moyen terme la même transition, de s'ouvrir à l'autre et de l'intégrer. Ce faisant, ils rendront nos groupes culturels minoritaires plus résilients en produisant des diplômés d'origines diverses qui tous auront compris que la domination de la langue anglaise dans la sphère publique, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ces diplômés créeront ou participeront à leur tour à des organismes ou des entreprises dans lesquelles le français est une langue de travail, voire la langue de travail. Sans locuteurs de français, pas de bilinguisme possible. Donc, si on ne fait pas cette transition-là, c'est une perte culturelle pour nos provinces aussi, puisque les communautés francophones minoritaires du pays, ils peuvent être des portails entre la majorité anglophone du reste du Canada et le Québec, ou entre les minorités francophones et la francophonie internationale. Mais pour maintenir ces portails ouverts, il faut qu'on ait des locuteurs du français, peu importe leurs origines, qui sont à l'aise et en français, et de traverser ces barrières culturelles-là. Pour ça, nous avons besoin de plus d'espaces postsecondaires où les francophones et francophiles de toutes origines ont les outils qu'il leur faut pour simultanément apprendre à se connaître, à connaître la francophonie et à connaître le monde. Ce sommet, c'est votre chance de contribuer vos idées à comment nous arriverons à créer ces établissements postsecondaires de troisième génération. On va parler de plusieurs sujets, comment rendre nos campus plus attrayants pour toutes les populations étudiantes, comment créer l'excellence en recherche, en enseignement, comment favoriser l'inclusivité de toutes les populations, comment dépasser l'insécurité linguistique, c'est un gros morceau, comment favoriser la collaboration interinstitutionnelle, comment avoir des meilleurs liens avec les communautés francophones locales, et bien sûr, il faut quand même toucher au modèle de financement. Je vous souhaite un excellent sommet. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de parler avec vous. Des défis qui s'annoncent. Je crois que nous avons le temps de prendre quelques questions. Ah oui. Alors, il y a déjà une question dans la salle. Désolé, je suis pas habitué, mes étudiants posent très peu de questions. Merci, Joël. Linda Cardinal. Très intéressant comme intervention et une belle mise en contexte, à la fois historique et actuelle, de grandes préoccupations en milieu minoritaire francophone. Moi, j'aimerais revenir sur le concept de frontière. La frontière, j'aimerais savoir comment tu l'as définie, parce que la sociologue en moi n'a jamais vu une frontière comme quelque chose de fixe, mais quelque chose de créé. La frontière a été créée par l'autre, la façon dont l'autre nous perçoit. Oui. Et donc ça, c'est une frontière externe qui vient de... Pourquoi c'est important d'être francophone? Pourquoi la référence canadienne-française est devenue importante? C'est parce qu'en Ontario, par exemple, il y a des gouvernements qui ont interdit le français et qui ont dit qu'être francophone, ça voulait être catholique, ça voulait avoir beaucoup d'enfants, des grosses familles, etc. Et on nous a imposé une identité. Donc là, c'est une frontière externe qui est créée et à l'égard de laquelle on a résisté en créant une frontière interne. Et cette frontière interne, c'est comment on se raconte notre histoire. Moi, j'ai l'impression que tu parles plus de la frontière interne que de la frontière externe, parce que et tu pourras me le dire, parce que dans le contexte de la pandémie, on a vu comment, par exemple, la frontière externe, elle existe encore beaucoup à l'égard des francophones. Tout ce qu'on a pu dire sur le français, ou même quand le PDG d'Air Canada nous dit qu'on peut très bien vivre en anglais à Montréal, on crée des frontières. On a une représentation particulière de la francophonie qui nous est toujours imposée, qui nous est toujours renvoyée. Alors, désolée pour la longueur du propos, mais de quelle frontière est-ce que tu parles? Une frontière fixe, fluide, une frontière interne, externe, créée, etc. Merci. Bon, plusieurs éléments à cette question. Merci, Linda.
Ben, je pense qu'un élément de réflexion pour commencer, c'est le fait que j'ai l'impression que la frontière externe qui vient du monde anglophone, elle a changé, elle s'est atténuée d'une certaine manière. Elle est encore très présente en ce qui concerne le rejet d'une francophonie qui s'affirme collectivement. Ça, oui. Hein, le Québec bashing, c'est aussi vivant que ça n'a jamais été. Donc, ce mépris-là pour un projet collectif francophone, je pense que c'est encore là. Par contre, il faut avouer que la frontière individuelle, la discrimination à l'endroit des individus francophones, c'est pas ce que c'était. J'ai parlé à plusieurs anciens francophones qui ont vécu les années 30, 40, 50, puis qui me disaient c'était impossible d'avoir un prêt à la banque à l'époque, par exemple. C'était impossible de faire beaucoup de choses. Il y avait un mépris pour l'individu francophone qui, aujourd'hui, je pense que si on est perçu comme un francophone qui chiale pas trop, on est invité tout de suite. Hein. Moi, je veux dire, je vais dans les groupes anglophones, puis je me présente comme Joël, puis on me dit... on me dit effectivement, you can be Joel if you want. Hein? C'est ce qu'on me dit. Tu viens, tu vas faire partie de notre diversité. On t'accepte comme ça, mais on parle en anglais. C'est la loi de la majorité. En ce qui concerne qui a fixé les frontières internes ou externes, c'est vrai, il y a eu un double jeu. Moi, j'aime de rappeler aux gens, des fois, il y a des gens qui se disent pourquoi il y a des paroisses ethniques, comme on dit aujourd'hui au Canada. Pourquoi, autrefois, on appelait ça des paroisses nationales? À Embrun, l'autre jour, j'ai vu ça sur un forum. Pourquoi il y a une église catholique à Embrun, puis il y a juste des messes en français? Là, moi, j'aime de leur rappeler, les paroisses ethniques, là, ce sont les Irlandais au Québec qui l'ont demandé en premier, puis c'est eux qui ont créé le modèle, puis ensuite, ça s'est imposé ailleurs. Donc, oui, je pense que ça a été dans les deux sens. Quand j'ai dit « ça ne va plus de soi d'être francophone », c'est mon expérience personnelle, puis c'est certain que dans chaque province, ça va être un peu différent. Mais moi, je me rappelle d'avoir été étudié en France pour 1 an, puis d'avoir dit que je voulais travailler sur une minorité linguistique en Europe. Puis un professeur me posait des questions. Un Français, ils sont tous un peu jacobins, là, ils ne comprennent pas trop c'est quoi une minorité, puis comment ça fonctionne. Puis il me demandait, mais bon, vous n'avez pas de gouvernement, vous n'avez pas de ci, vous n'avez pas de ça, mais comment est-ce que tu sais que c'est quoi la communauté, comment tu sais est-ce qu'elle existe? Puis je disais, ben, tous le reconnaissent. Bon, je suis néo-brunswickois, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick. On est vraiment deux solitudes qui se font face. C'est peut-être un peu moins le cas dans certaines autres communautés, ou peut-être que le mélange existe depuis plus longtemps. Mais quand même, je pense qu'à l'Université de Sudbury, par exemple, je lis les témoignages sur les étudiants des années 70, comment c'était vécu le passage à l'Université Laurentienne dans les années 70. Même si c'était une université bilingue où on mettait tout le monde ensemble, c'était quand même quelque chose de tangible et de vrai. Tout le monde savait s'il était canadien, français ou pas. Ça ne posait pas vraiment de question. Maintenant, je ne suis pas certain que c'est tout aussi clair, même pour les francophones d'origine. C'est ce que je voulais dire. Bonjour, M. Béliveau. Moi, j'ai été très, très interpellée par vos propos parce que vous parlez des institutions postsecondaires comme étant des piliers de la francophonie en milieu minoritaire. Et pour cela, je pense que vous avez nommé quelques ingrédients, en ce sens que vous avez parlé de la pertinence des programmes qu'on offre à nos jeunes aujourd'hui. Nécessairement une forme de proximité, et en même temps de mobilité. Quand on est jeune, on a envie de vivre des expériences qui nous amènent ailleurs, dans d'autres francophonies, ça serait souhaitable. Mais il y a deux choses qui m'interpellent et que je souhaiterais déposer auprès de votre réflexion. Dans quelle mesure on est capable de parler vraiment d'un continuum quand, par exemple, on parle du postsecondaire et nos directions de l'éducation qui, eux, ont à leur charge de créer toutes sortes de stratégies pour la rétention de la petite enfance jusqu'à la 12e année. Et c'est la même chose dans toutes les provinces canadiennes où il y a des minorités. Elles ne sont pas avec nous aujourd'hui pour en discuter. Alors, parfois, ça m'apparaît comme il y a un trou quelque part entre nos écoles secondaires et puis le postsecondaire, malgré des efforts individuels qui peuvent avoir lieu à l'occasion. Et l'autre sujet que je dépose, c'est la prise en charge de la politique d'aménagement linguistique en Ontario, par exemple. Tellement d'efforts sont faits aussi dans ce dossier. Je parle pour l'Ontario cette fois-ci, mais il y a quand même des retombées dans d'autres provinces canadiennes
Qu'est-ce qu'on en fait quand on arrive au collège et à l'université pour créer cet attachement ou renforcer le continuum puis que nos élèves deviennent des étudiants dans nos institutions postsecondaires? Alors, 2 sujets, la rétention et puis la politique d'aménagement linguistique au postsecondaire. Merci. Ma réflexion a été nourrie par les forums régionaux et les ateliers auxquels j'ai tous participé, sauf 2. On a parlé beaucoup du continuum justement, puis on ne peut pas décrocher ou déconnecter le postsecondaire du secondaire et l'élémentaire parce que, justement, beaucoup de gens nous le disent, pourquoi est-ce que nos jeunes décrochent en 9e année? Parce que de toute façon, ils savent déjà qu'ils pensent pas qu'ils vont trouver ce qui leur va au secondaire en français. Donc, ils planifient déjà de faire leur postsecondaire en anglais. Donc, ils se disent aussi bien faire mon secondaire aussi en anglais. Donc, effectivement, renforcer le postsecondaire, ça pourrait renforcer aussi le secondaire. Puis, un concept vraiment intéressant qui a été apporté par Peter Dorrington, recteur de l'Université de Saint-Boniface, c'est l'idée d'un continuum, oui, vertical, hein, de la petite enfance jusqu'à l'université, mais d'essayer de viser un continuum régional au niveau postsecondaire pour faire en sorte qu'il y ait l'offre aussi large que possible. Oui, localement, si possible, mais sinon, au moins au niveau régional, hein, pour faire miroiter ces possibilités-là à la jeunesse, se disant, ben, je n'aurai pas besoin de quitter la région et je peux quand même étudier ce que je veux. Donc, ça viendrait renforcer aussi ce continuum vertical-là. Ce sont mes réflexions. On a encore le temps pour une autre question. Bonjour, Sophie Montreuil de l'ACFAS. J'ai trouvé votre présentation très, très intéressante. Je vais vous amener à vous demander comment le gouvernement fédéral peut peut-être se positionner par rapport à la francophonie canadienne. Vous avez parlé d'un premier mouvement, d'un deuxième mouvement, d'un troisième mouvement dans lequel on est actuellement. Décolonisation, la diversité n'est plus un obstacle. Ça pose des nouveaux défis pour les francophones qui pourraient se présenter comme une francophonie ouverte, post-technique, attractive, multiculturelle, ce qui est sans contredit une piste très intéressante. Du point de vue du gouvernement, qui est face justement à la décolonisation, à la diversité, qui a, je pense, le souhait, mais le devoir de protéger sa francophonie, cette francophonie s'insère dans un panorama où il y a plusieurs groupes qui ont, je dirais, peut-être plus qu'avant leur voix, qui font entendre leur voix plus forte. Comment il va faire, d'après vous, pour continuer à soutenir les francophones, mais tout en étant respectueux des autres groupes qui ont une voix peut-être plus forte qu'ils ne l'avaient auparavant? Pourriez-vous préciser à quel groupe vous pensez, juste pour... Bien, le fait qu'on soit dans une ère où la diversité, les groupes, les communautés autochtones, mais plus largement les groupes qui ont accès maintenant, qui ont des droits et qu'on écoute beaucoup plus qu'on écoutait par le passé. Oui, ben, ce sont des débats fascinants qui ne sont certainement pas finis. Je pense qu'une piste vraiment intéressante a été quand même ouverte. Une porte a été entrouverte par le livre blanc déposé par Mélanie Joly, puis ensuite par la nouvelle loi sur les langues officielles. Cette piste-là d'un bilinguisme asymétrique, ça nous donne peut-être un carré de sable dans lequel on peut jouer un peu, puis imaginer une présence plus forte du fédéral dans le postsecondaire en français, à l'extérieur du Québec. C'est certain qu'il y aura des querelles de juridiction, ça sera pas simple, mais on peut imaginer toutes sortes de collaborations innovatives entre le gouvernement fédéral, les provinces, nos provinces et même le Québec, hein, où on pourrait essayer de faire valoir le fait que ce ne sont pas des universités comme les autres, ce ne sont pas des collèges comme les autres. Ils ont des coûts additionnels, ils ont des mandats additionnels. Donc oui, l'éducation postsecondaire, c'est des juridictions provinciales, mais donc
est-ce qu'on peut leur donner un statut spécial? Est-ce qu'on peut leur donner un rôle plus grand au gouvernement fédéral? Est-ce que le Québec peut épauler? Est-ce qu'on peut faire un échange de bons procédés avec le Québec? Il y a des pistes de solutions qui ont été esquissées pendant les rencontres. Je ne sais pas si j'ose m'avancer beaucoup plus parce que je veux qu'on rêve ensemble aujourd'hui, mais c'est ça. Je pense que oui, je pense qu'on a beaucoup opposé dans les derniers 30-40 ans multiculturalisme à bilinguisme, comme si c'était incompatible. Mais je pense qu'il y a une petite brèche, il y a une petite possibilité de faire valoir que le bilinguisme, ça fait partie de la diversité canadienne, que c'est une diversité autre, une diversité spéciale, mais qu'on veut valoriser communément. Concrètement, le fédéral le fait depuis les années 70. Je veux dire, on donne des subventions au nom du multiculturalisme et on donne de l'appui aux communautés francophones en situation minoritaire aussi. Mais est-ce qu'on peut tout ramener ça ensemble dans un schéma théorique? Je pense que le terrain est propice maintenant pour essayer d'imaginer cette valorisation-là d'une dualité dans le multiculturalisme. Et de deux sociétés, de deux ensembles de communautés linguistiques qui sont toutes deux intégratrices et ouvertes. En ce qui concerne l'aménagement linguistique, rapidement, pendant que le micro se déplace, c'est sûr qu'il y a des préoccupations. Hein. Il y a des collèges de langue française homogène où on parle quand même beaucoup anglais dans les couloirs. Est-ce que ça peut changer? Ça c'est à voir. Merci beaucoup, Joël, pour cette conférence-là. Je vais me permettre une question à ce point-ci. Mais tu t'en allais vers ça là, dans ta dernière réponse, mais quand on revient sur ton propos, sur l'idée qu'on ne reproche pas aux universités ou aux collèges anglophones du Québec d'être fermés sur eux-mêmes, mais on peut entendre ça pour les universités et les collèges francophones à l'extérieur du Québec. Et quand on essaie de trouver une réponse à ça, est-ce qu'on peut en trouver une qui pourrait apparaître convaincante dans l'histoire de ces établissements-là que tu as essayé de tracer? Qu'est-ce qui, dans cette histoire, pourrait nous permettre de nous propulser et de convaincre la majorité de la valeur ajoutée de continuer à appuyer ces établissements-là? OK. Bien, je vais commencer par peut-être essayer de décrire permettez l'expression, un shift des mentalités que j'imagine, un repositionnement de l'image, puis de à quoi ça sert d'étudier en français. Je pense que souvent, justement parce que beaucoup de nos établissements étaient historiquement vus comme étant au service surtout d'une communauté linguistique historique, ils ont été vus un peu comme réservés pour cette communauté-là. Beaucoup d'établissements commencent à peine à essayer de recruter à l'extérieur. Mais deux aussi, ça a donné l'impression à certains, qui n'est certainement pas nécessairement justifié, là, mais l'impression à certains que faut déjà être maître du français, maîtriser le français à un niveau professionnel pour étudier dans ces établissements-là. Et je pense que ça fait peur à beaucoup de monde. Je pense que ça fait peur à des anglophones, même francophiles. Je pense que ça fait peur à beaucoup de francophones minoritaires aussi, qui ne sont pas certains qu'ils vont pouvoir écrire leur dissertation aussi bien en français qu'en anglais. Et tout ça, ben, ça revient à l'insécurité linguistique, dont je ne suis certainement pas un expert, mais je me demande, est-ce qu'on ne serait pas capable de transformer cette part-là, plutôt que « Oh, moi, je ne veux pas aller là parce que je ne sais pas si je suis assez bon en français », est-ce qu'on ne peut pas vendre ça comme une sorte de plus-value? C'est comme, écoute, tu as déjà un français de tel niveau, viens étudier en français, puis tu apprendras l'ingénierie ou la biologie ou la science politique, peu importe. Tu as un diplôme aussi bon qu'ailleurs, mais en plus, tu vas sortir de là avec un vrai bilinguisme de niveau professionnel. Donc, pour ça, il faut rassurer les gens. Il faut dire, on va vous accompagner. On va vous accompagner, il y aura des services, il y aura un service de révision, de tutorat, de ci, de ça. On va vous accompagner et quand vous allez sortir avec votre diplôme, vous allez être capable de fonctionner au niveau professionnel dans les deux langues. Donc, attirer avec cette carotte-là, plutôt que « Ah, je ne sais pas si je serai capable ». Transformer ça dans une expérience culturelle aussi. Convaincre les gens de venir s'immerger pour le plaisir de le faire. Peut-être que moi, je suis de nature curieuse, puis moi, je le ferais, mais que d'autres ne le feraient pas, mais je pense si on peut juste changer la présentation, rassurer les gens, dire « On va vous accompagner
ça ferait beaucoup. À l'Université Laurentienne, ça fait des années qu'on essaie de convaincre l'administration. Bref, j'ai arrêté. Donc moi, je vois une question dans le chat. Donc pourquoi devoir toujours s'expliquer auprès de la majorité au lieu de mettre de l'avant la valeur ajoutée créée et utile pour l'ensemble de la communauté? Jean Atundjimana. Donc pourquoi devoir se justifier devant la majorité? Au lieu de mettre en avant la valeur ajoutée créée et utile pour l'ensemble de la communauté. Je pense que mettre de l'avant la valeur ajoutée, on le fait pour la clientèle potentielle, mais on le fait aussi pour la majorité. C'est inévitable. Il va falloir qu'on soit en dialogue politique avec les majorités provinciales, la majorité nationale, pour les convaincre dans le bien fondé d'investir dans nos établissements. On a construit ces établissements-là dans les années 60 en convainquant. On était beaucoup moins ancré dans la logique des droits à l'époque. On ne pouvait pas lever le drapeau en 55 et dire nous, les Acadiens, ou nous, les Franco-Ontariens, on a le droit à ci, droit à ça. Il fallait négocier ces établissements-là. Il fallait être assez rusé même. C'est la nature de la vie en minorité. Et je pense que des fois, on a un peu le réflexe facile de sortir des slogans. Par et pour, on a le droit, c'est inscrit dans la charte ou je ne sais pas quoi. Il faut le faire, mais il faut aussi rappeler pourquoi c'est là, pourquoi ces droits-là sont là, pourquoi on devrait les avoir. Pas d'autres questions? Non. Je vérifie dans le clavardage. Non, ben, Jean vous remercie tout simplement. Il n'y a pas d'autres questions. Non. Cette fois, je peux y aller. Oui, cette fois, OK. je peux y aller. Il y a une dernière question? Non? OK. Oui? OK. OK, bon, ben, je vous les lis. Du coup, il y en a plein qui arrivent là. Ça fait plaisir. Ben, il y en a plein qui arrivent. Ça me fait mon exercice pour la journée. Alors, c'est Francesca. Au cours de votre intervention, vous avez émis le souhait de voir des étudiants commencer à étudier dans un établissement postsecondaire francophone et terminer son programme d'études dans un autre établissement postsecondaire. Mais cela est-il réellement possible à l'échelle pan-canadienne? Quelle piste de solution proposez-vous pour mettre en place une mobilité pan-canadienne entre les établissements postsecondaires francophones? Ah ben, c'est super. Une des choses qui est vraiment revenue dans presque tous les ateliers, c'était la collaboration. Il y avait un atelier juste sur la collaboration, mais quand on parlait d'étudiants, quand on parlait de recherche, on a toujours parlé de collaboration, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de pistes. Des pistes telles que, déjà, beaucoup de plus petits établissements ont du mal à donner certains cours spécialisés de 3e ou 4e année, par exemple. Généralement, les étudiants doivent s'en passer. Et généralement, ça leur donne envie, peut-être, des fois, d'aller ailleurs. Certains de ces cours-là pourraient être créés en ligne. Un cours simple en ligne, mais accessible à partir de plusieurs collèges ou universités. C'est une manière assez simple de d'économiser les sous. Les étudiants sont habitués maintenant à des cours en ligne. Je ne pense pas que c'est une bonne chose de faire que des cours en ligne, mais pour des cours plus spécialisés, c'est tout simple. Il faut quand même faire l'effort pour se rendre là. On peut imaginer des programmes de mobilité. Si on veut vraiment jouer dans le carré de sable et aller loin, là, on peut imaginer, il y a une idée qui me trotte dans la tête des fois. À l'université de Hearst, dans le nord de l'Ontario, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'ils ont adopté le modèle de cours en bloc. Ils font quand même jusqu'à 5 cours par semestre, mais ce sont des blocs de 3 semaines. 3 semaines de cours, 1 semaine de congé, 3 semaines de cours, 1 semaine de congé, ça fait 5 cours dans le semestre. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, on pourrait en parler longtemps, mais un des avantages, c'est qu'un prof peut se déplacer pendant 3 semaines, c'est pas très difficile. Un prof ne peut pas se déplacer pour un semestre. C'est plus difficile. C'est possible, mais c'est plus difficile. Même chose pour les étudiants.
Un étudiant peut se déplacer pendant 2 blocs de 3 semaines de suite, aller chercher des cours qui ne sont pas accessibles chez eux. On peut imaginer des programmes conçus à partir de cours qui existent déjà dans plusieurs établissements, mais où il faudrait faire quelques cours d'un autre établissement ailleurs. Il y a vraiment plusieurs choses qui pourraient être faites. Une des choses qui est revenue beaucoup dans l'atelier sur la collaboration, c'est quand c'est le temps d'en discuter, tout le monde a plein de bonnes idées, mais c'est sûr qu'il y aura des barrières organisationnelles, il y aura des juridictionnelles même. Il faut se donner des mécanismes pour collaborer aussi. Il faut se donner des espaces de discussion. Il faut se donner des principes qui vont être respectés par les plus grands joueurs et les plus petits joueurs. Si les petits joueurs ont l'impression qu'ils vont se faire manger la laine sur le dos par les plus gros établissements, bien, ça ne va pas marcher non plus. Donc, je pense qu'on doit rêver tout de suite pendant les États généraux. Puis, je pense qu'on peut construire quelque chose de beau. Ben merci. Ensuite, on a une dernière question de la part de Stéphanie. Dans quelle mesure est-ce que le suivi d'un programme exclusivement en français permettra finalement d'être opérationnel sur le plan professionnel dans les 2 langues officielles? Eh bien, je pense que ça dépend qui on est. Ça dépend qui on est, puis je pense que c'est une considération valide, surtout pour des gens qui viendraient de milieux très majoritairement francophones, que ce soit Chicoutimi ou, je sais pas, Jakarta. Je pense que c'est vrai qu'un étudiant qui vient d'endroits très majoritairement francophones, qui atterrit à Hearst ou au campus Saint-Jean et qui étudie en français, il y a une préoccupation légitime. Il va se demander, est-ce que je vais être capable d'opérer sur le marché du travail ici après? Et je pense qu'il faut accompagner ces gens-là dans l'apprentissage de l'anglais en même temps. Ceci dit, je pense que pour plusieurs francophones des régions minoritaires, ce n'est pas une grosse préoccupation. Moi, j'ai fait toute mon école en français, j'ai fait toute mon université en français. J'ai quand même publié quelques fois, pas trop là, mais quelques fois en anglais. Et je n'ai pas fait traduire mon texte du français à l'anglais. On baigne là-dedans, on est imbibé dans l'anglais. Pour avoir le bon vocabulaire dans les 2 langues, il faut étudier en français. Peut-être des outils de référence additionnels pour aller chercher un peu du vocabulaire, mais généralement, ça se fait tout seul. Ma conjointe a étudié dans le programme de sage-femme de l'Université Laurentienne de Sudbury en français. Elle est sortie de là, puis elle peut être sage-femme dans les 2 langues. Donc, c'est un exemple parmi plusieurs autres. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question? Oh non. Bon, je pense que c'est bon. Alors, merci beaucoup. Merci. De rien. Je pense que ça conclut très bien ce premier bloc des États généraux. On vous remercie beaucoup pour votre participation à toutes et à tous. Nous allons prendre une courte pause pour le lunch puisqu'il est presque midi ici à Ottawa, mais on vous attend à 13h, heure avancée de l'Est, pour le panel des rapporteuses et des rapporteurs. Et d'ici là, je vous encourage à alimenter le babillard commun et à réagir sur les médias sociaux avec le mot-clic « On en parle ». Je vous remercie beaucoup et on se retrouve à 1h.